Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite les titres. Une baisse de 40% sur le prix de l'oignon, une annonce du directeur du port autonome de Dakar où ce matin a été déchargé plus de 8000 tonnes d'oignons, une deuxième cargaison après la première de 7000 tonnes. Nous en parlerons bien sûr dès le début de cette édition. On est à quelques jours du Grand Magal de Touba. Les résidents du quartier Darou Salam Sanch ne dorment plus du sommeil des justes. Nous sommes à Mbaké. Ils regrettent l'insécurité dans leur zone, favorisée notamment par le manque d'éclairage public. Les réactions à suivre dans ce journal. Et comme chaque samedi, il y a bien sûr votre rubrique Le Portrait du jour. Mamseinou Babou est allé à la rencontre de Mor Matissar. Alors, vendeur de produits cosmétiques, il a tenu bon jusqu'à se faire un nom dans le milieu du commerce, mais également dans la politique. Vous comprendrez comment dans cette édition. Et la rubrique article de la semaine, comme chaque samedi, l'essentiel des actualités traitées cette semaine par nos quotidiens autour donc de l'Assemblée de l'Union, l'Assemblée générale donc de l'Union des magistrats sénégalais, la grève de la faim du leader du PASTEF et le nigel du Khalif général des Mourides. Nous ne manquerons pas non plus bien sûr de parler des assises des médias lancées ce 24 août et qui va durer 3 mois. Ce sera en fin d'édition. Le développement de tout ceci, c'est dans une poignée de secondes. Rebonsoir et bienvenue dans ce journal. Une cargaison de 8635 tonnes d'oignons réparties sur une palette de 6850, sur 6850 palettes, a été livrée ce samedi au port autonome de Dakar. Cette cargaison est le deuxième navire d'oignons qui va en provenance donc du port hollandais de Vlissingen, qui vient combler le déficit sur le marché. Suite donc à cette nouvelle cargaison, une baisse de 40% sur le prix de l'oignon et annoncé une troisième également cargaison de plus de 8000 tonnes d'oignons est également attendue. Khadija Ndadjouf et Moussa Dia ont assisté donc au déchargement de cette cargaison de ce produit de forte consommation suivant. Après 15 000 tonnes d'oignons reçues en ce mois d'août, le marché de l'oignon au Sénégal retrouve son souffle. Il connaît enfin une baisse de 40%, selon Muntagassi, directeur général du port. Nous avons constaté une diminution ou une réduction du tarif sur le marché quasiment de 40%. Ce sont les services du ministère du Commerce, notamment l'Agence de la régulation des marchés, qui a l'autorité de pouvoir communiquer ces chiffres-là. Mais sur les informations à notre disposition, le marché respire. L'étranglement est derrière nous. Le prix descendra jusqu'à son plancher normal. Une cargaison de 8635 tonnes d'oignons réparties sur 6850 palettes livrées ce samedi. Selon le directeur du port, les décharges se feront d'ici lundi. Ce navire, avec 8635 tonnes, a accosté dès son arrivée dans les eaux sénégalaises. Donc il n'a pas attendu en rade. Nous avons simplement amélioré les opérations de manutention par la conception et la construction des cages palettes. Nous passons maintenant à 4 palettes au déchargement à la fois au lieu de 2 palettes auparavant. C'est ceci qui permettra de décharger ces 8635 tonnes dans les mêmes conditions et les mêmes durées d'opération que les 7000 tonnes. Au plus tard lundi, ce navire sera complètement déchargé. Il quittera les eaux sénégalaises. Cette opération est considérée comme une réussite car réglera les déficits sur le marché de l'oignon. Et une troisième cargaison de plus de 8000 tonnes est attendue ce 10 septembre. C'est une parfaite réussite, c'est une excellente organisation. Le défi maintenant est au maintien de la performance. Dans la perspective, nous attendons le prochain navire vers le 10 septembre qui aura la même cargaison autour de 7000-9000 tonnes pour compléter le programme d'importation d'oignons. Pour le mois d'août, 15 000 tonnes d'oignons ont été déchargées au Sénégal, ce qui règle le problème de la cherté du prix de l'oignon sur le marché et assure en même temps l'approvisionnement pour le Magal de Touba.
Et pendant ce temps, à Louga, le ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale a procédé à la cérémonie de lancement des opérations de paiement dans le but donc de lutter contre l'insécurité alimentaire. 11 000 ménages sont concernés par ce programme financé par l'État du Sénégal pour un montant, oui, bien sûr, de 1,402 milliard de francs CFA. Suivons tout cela avec Mam Abdou Bodjan et Khara Thiam. Ce projet de réponse à l'insécurité alimentaire va permettre d'enclencher une approche et des actions transformationnelles à même de renforcer la résilience et l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de la région de Louga. Il s'agit d'effectuer des transferts monétaires de 120 000 francs à chaque ménage des 11 687 ciblés, soit environ 93 497 personnes impactées, pour un montant global de 1,402 milliard dans le seul département de Louga. Le programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui amorce sa troisième phase a également pour objectif d'accroître durablement la productivité et les revenus tirés des chaînes de valeur agro-silvopastorales et aquacoles. Les bénéficiaires du programme de résilience agricole recevront chacun des transferts monétaires pouvant atteindre 200 000 francs, ainsi qu'un soutien sous forme de sensibilisation, de coaching collectif et de suivi de la production. Les bénéficiaires du projet se disent satisfaits de ce programme. Cette aide est venue à son heure et nous remercions vraiment le chef de l'État de nous avoir offert ce programme. Ce projet entend également apporter des réponses à des vecteurs de fragilité sociale, au premier rang desquels la pauvreté, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, le chômage des jeunes et des femmes et la malnutrition infantile. Après l'insécurité alimentaire, parlons de la souveraineté alimentaire. Les responsables de l'IPAR, de la FNBS et du CNCR, Conseil national de concertation, de coopération des ruraux, et de l'ANACIM, Agence nationale donc de l'aviation civile et de la météorologie, se sont donc intéressés à cette ambition. Un consortium réuni dans un atelier de 3 jours qui a pris fin donc hier. Ils ont aussi mobilisé les parlementaires de l'Assemblée nationale dans le sens donc de la lutte contre le changement climatique. Des propositions, bien sûr, en sont issues, et le résumé de tout ceci avec le docteur Chero Oumarba. Il est le directeur exécutif de l'IPAR et il est au micro de Muntaga Kane. On a convenu avec les parlementaires que nous devons rencontrer ensemble les autorités du Parlement pour les sensibiliser sur la nécessité de suivre les lois qu'ils votent. Et ça, je pense que c'est important, par exemple sur la loi sur le foncier, la loi sur la LOSP. Et aujourd'hui, deuxième élément qu'on a retenu, c'est comment aller vers l'élaboration d'un code de la météo. Parce qu'on a vu qu'avec l'ANACIM qui a présenté l'information climatique, l'importance de cette information aujourd'hui par rapport à la pêche, par rapport à l'agriculture, et comment faire pour qu'il y ait, disons, un code de la météo qui permette de régir et de financer durablement. Il y a des questions de prélèvement qui ont été proposées, mais on sait qu'on peut peut-être trouver aujourd'hui des solutions. Par exemple, certains ont proposé même de peut-être taxer certains éléments liés à la pollution pour que, par exemple, on puisse prendre ces ressources et les injecter dans le cadre de la météo. Mais ce qui est très important, c'est qu'à partir de maintenant, il y a un comité qui a été mis en place, paritaire entre les parlementaires et la coalition composée de IPAR, du CNCR, de la FNBS et de l'ANACIM, avec l'appui justement de USAID et Fuse the Future. Et vous le savez sans doute, la capitale sénégalaise vit au rythme du safar. Cependant, chacun a sa façon de faire. Si certains préfèrent lire le Saint-Coran ou les Chassidas du Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, d'autres par contre contribuent ou distribuent tout simplement du café, des collations entre autres. Notre reporter a fait une immersion dans différents endroits de Dakar. Suivons ce reportage signé à Lyon Sow. Des fidèles éparpillés de part et d'autre à Massalikul Jinan. Dans ce sanctuaire, certains sont concentrés sur le Coran, d'autres au rythme des Chassidas. Ici, chacun vit le safar de sa manière.
Lire le Saint-Coran et les Chassidas, c'est notre quotidien depuis que la lune est apparue. C'est le Daïra Khidma de Massalikul Jinan qui le coiffe. En plus de cela, il y a des berndes. Un peu plus loin, nous apercevons Serigne Ibn Fall, chapelet à la main, tête baissée, vit l'événement avec des doigts. Nous faisons des douhas pour implorer le pardon et prier pour la paix et qu'on puisse passer un bon magal. Après Massalikul Jinan, direction Grand Dakar, ici le décor est tout autre. Ces Baye Fall, avec leur marmite, préparent du café, une façon de participer eux aussi à cet événement religieux. C'est ça le Magal, c'est la mission que Serigne Touba nous a assignée, en particulier nous les Baye Fall. Serigne Touba est un homme multidimensionnel. C'est ce qui justifie la distribution des cafés Touba presque partout dans Grand Dakar. C'est notre guide spirituel. Le grand Magal de Touba, prévu le 4 septembre, déjà Dakar vit au rythme du safar avec des célébrations différentes. Et au même moment, après avoir constaté une insécurité croissante dans leur zone, les habitants de Darussalam Santhie, à quelques jours donc du Grand Magal de Touba, ont décidé de manifester. Ils sont descendus dans les rues pour demander, oui, l'accès à l'électricité dans leur quartier, dont le manque favorise, selon eux, cette insécurité. Les résidents de cette zone périphérique de la commune de Mbaké appellent les autorités administratives à réagir le plus rapidement possible avant que l'irréparable, oui, j'y arrive, ne se produise, suivant la correspondance de Gorondaglo. Ils ont arboré des brassards rouges pour manifester leur colère. Ils, ce sont les habitants de Darussalam Santhie qui, depuis plus de 2 décennies, peinent à avoir accès à l'électricité. Aujourd'hui même, nous en avons discuté avec le préfet, qui nous a promis de prendre en charge les problèmes de sécurité et transmettre le message d'électrification à qui de droit. Ainsi, les habitants de Darussalam Santhie dénoncent l'insécurité grandissante qui gagne du terrain dans ce quartier périphérique de la commune de Mbaké. Plus de cette insécurité, il y a un manque criard d'eau. Depuis le jour du Magal de Darussalam de 2022, où on voulait tromper la vigilance des hôtes, nos robinets n'ont pas versé une seule goutte. La route qu'emprunte ce monde fou, chaque jour, est défectueuse, impraticable et sans éclairage. En soutien de protestation, les habitants du quartier Darussalam Santhie invitent les autorités administratives à réagir face à leur situation. Sport à présent dans ce journal. La finale de la Coupe du Sénégal va opposer le Jaraaf au stade de Mbour et se tiendra donc demain, ce dimanche donc, au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et lors d'une conférence de presse hier, la Fédération sénégalaise de football a encouragé les deux équipes à jouer ce match dans un esprit de fair play. Elle a également annoncé avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer une sécurité renforcée le jour de la rencontre. Suivons tout cela dans ce compte rendu signé à Midiofa. En moins de 48 heures de la finale de Coupe du Sénégal, la Fédération sénégalaise de football se dit prête pour accueillir l'ASC Jaraaf et Stade de Mbour au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. L'instance a pris toutes ses dispositions, selon Yaya Baldé, vice-président de la commission de planification et gestion des compétitions nationales. Sur le plan organisationnel, la fédération elle est fin prête. Et cette année, quand même, nous avons mis les bouchées doubles parce que tout simplement, nous allons au niveau du stade le plus grand au niveau du pays. C'est le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Donc, ce stade-là demande un dispositif spécial. Et depuis pratiquement 15 jours, nous sommes en train de travailler sur l'organisation. Le sport est émaillé par des scènes de violence ces derniers temps. La Fédération sénégalaise de football interpelle les deux clubs pour que cette finale se déroule dans le fair play. Nous voulons vraiment organiser une très belle finale où l'esprit de fair play va prévaloir. Je pense que les deux équipes se sont engagées
avec leur public, non seulement de nous gratifier un bon football, mais aussi de nous gratifier une très belle ambiance. La fédération manifeste son souhait de voir le président assister à la finale du trophée qui lui est dédié. Avant le match, tous les gens qui doivent entrer en possession des billets auront vraiment leur billet, Inch'Allah, et pour qu'ils puissent accéder avec peut-être des invités que je ne voudrais pas dévoiler ici. Donc notre souhait, c'est que le président de la République puisse présider sa finale. Nous avons envoyé l'invitation auprès de la présidence et nous souhaitons vraiment sa présence. Une dernière réunion technique est prévue ce samedi. Pour les derniers réglages, les portes du stade seront ouvertes dès 11 h selon la Fédération sénégalaise de football. Elle invite les conditionnels à venir très tôt au stade pour une bonne ambiance. Et nous parlons toujours de cette finale tant attendue de la Coupe du Sénégal. Le club de la Médina est en pleine préparation. Le Jaraaf est convaincu d'avoir toutes les chances de son côté afin donc de remporter sa 16e coupe. Les joueurs sont bien préparés tant sur le plan physique que mental, a ainsi assuré Cher Siliba. Il est le directeur sportif du Jaraaf. Suivons ses explications. Et le groupe est fin prêt. Je pense que quand on voit la fin de saison que le Jaraaf a fait, je pense que le Jaraaf est dans une bonne dynamique. Et aujourd'hui, on aborde cette finale avec beaucoup de confiance, mais beaucoup d'humilité aussi, sachant que rien n'est encore fait. On a un adversaire de taille devant nous, qui est le Stade de Mbour, qui nous a battus à l'aller et fait match nul contre nous ici lors de la dernière journée du championnat. Donc aujourd'hui, le Jaraaf est fin prêt pour aborder ce match avec beaucoup de chance et en mettant toutes les chances de son côté. Et nous attendons juste le jour J pour montrer ce que vaut exactement le Jaraaf, qui est le prince de la coupe. Quand on voit cette année, cette saison, la mobilisation autour du Jaraaf, on a vu les matchs du Jaraaf au stade Iba Mar Diop, l'engouement qu'a suscité les matchs du Jaraaf. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle donne, qui est une finale de Coupe du Sénégal jouée pour la première fois au stade Ahmed Abdoulaye Wade. Et je pense que ça peut servir ça sert de motivation pour les gosses. Il faut qu'il y ait à un moment donné de l'histoire d'un club qui ait un passage à vide. C'est arrivé au Jaraaf, mais maintenant on est en train de redresser la barre. Et je pense que cette finale peut être un nouveau départ pour le Jaraaf, pour que le Jaraaf regagne son leadership au niveau du football national. Et au cours de cette même rencontre, les dirigeants du Stade de Mbour affirment être dans de très bonnes dispositions pour éviter une année blanche. Il est à rappeler que l'équipe de la Petite Côte arrive ici à se hisser en finale de la Coupe de la Ligue, mais elle a perdu face au Teungueth FC. Le coach Ibrahima Diakhaté déclare avoir préparé ses joueurs à jouer 120 minutes. Interrogé sur les séances de tir au but manquées lors de leur dernier match, il répond que son équipe continuera à travailler dessus pour améliorer leur efficacité. Écoutons ses explications. Il est au micro d'Ami Diouf. Comme je le dis souvent, on a de très jeunes joueurs. Bon, avec l'aide des médicaux, donc on est arrivé à 90% de nos moyens en ce moment même. Donc voilà, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de problème pour que les joueurs soient à 200% de leur niveau. Donc pour vous dire qu'on est au top. On est au top et tout est OK en ce moment. Comme je l'ai dit très souvent, d'accord, on respecte le Jaraaf, c'est une grande équipe, un grand club qui ont de très grands dirigeants. Mais comme on dit, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Entrer dans le terrain, donc voilà, ça nous motive. C'est motivant de jouer avec une équipe comme le Jaraaf. Donc, au coup d'envoi, il n'y aura pas de favori en ce finale. Pour vous dire vrai, nous voulons gagner cette finale coûte que coûte pour sauver notre saison. Aujourd'hui, nous allons parler d'un commerçant, Mor Matissar. Son nom vous dit certainement quelque chose. Il est plus connu pour la vente de produits cosmétiques, de marchands ambulants
Opérateur économique, Mohamed Issar est établi au marché Sandaga depuis 1962. Son parcours parsemé d'embûches, mais il a tenu bon jusqu'à ouvrir ses propres boutiques et se faire un nom, non seulement dans le monde commercial, mais également dans le domaine politique. Suivant son portrait avec Mamsene Boubabou. Son nom est devenu un label de cosmétiques. Il a quitté son Dara Jolof natal à 6 ans pour la capitale sénégalaise. Marchand ambulant à ses débuts, Mohamed Issar a commencé par sillonner les rues de Dakar, déjà en 1962. J'ai commencé à travailler en 1962. En 1963, je me suis engagé comme marchand ambulant, mais ce n'était pas facile, surtout en ville. La police nous traquait sans cesse. Après les multiples rafles policières où l'on saisissait souvent sa marchandise, il obtient de la part d'un Libanais un mètre carré dans une place où il exposait ses produits. Ainsi, s'ouvrent plusieurs portes pour lui et les voyages s'enchaînent. Le jeune homme ambitieux à l'époque ouvre ainsi sa propre boutique. 64, 65, 66, je suis resté là de 1964 jusqu'à 1967. En 1967, j'ai obtenu un visa pour l'étranger et là, j'étais en plein dans le commerce. C'est Yama Doukouré qui nous gardait nos stocks. On lui payait 500 francs par colis. Et c'est comme ça que je me suis battu jusqu'à obtenir ce magasin en 1981. Mohamed Issar n'était pas seulement un grand opérateur économique, il fut également député pendant 12 ans et premier adjoint au maire de Kaolack au début des années 2000 sous les couleurs libérales. J'étais député pendant 12 ans. J'ai milité pendant 31 ans dans le Parti socialiste. J'ai cheminé pendant 14 ans avec le PDS, le Parti démocratique sénégalais. Je suis entré en politique grâce à Abdoulaye Diack. C'est grâce à lui aussi que je suis devenu député. Pendant 61 ans à Sandaga, où il a bâti son empire tout en restant au pays, réussir au Sénégal, c'est bien possible, selon lui. Je dis aux jeunes que je n'ai fait que 60 ans dans cette activité. Je dis courage à tous les marchands ambulants. Tenez bon, quelle que soit l'activité que vous exercez, croyez en vous. Et je demande à l'État et au patronat de les aider. Âgé de 77 ans, polygame et père de 12 enfants, le septuagénaire est un amoureux des courses épiques. Fervent disciple de Mame Abdou Aziz Dabakh, il continue à créer des emplois, son souhait, participer fortement au développement de son pays. Place à votre rubrique article de la semaine. On parle de la polémique sur la démocratie sénégalaise suite à la pétition publiée par des intellectuels et universitaires. Mais juste avant cela, bien sûr, l'Union des magistrats sénégalais a tenu une assemblée générale. La grève de la faim d'Ousmane Sonko et le nigel de faim du Khalif général des Mourides ont également retenu l'attention du journaliste. Le journaliste, bien sûr, n'a pas manqué de mentionner les assises nationales des médias où les jeunes reporters ont exprimé leurs nombreuses doléances devant leur patron de presse, suivant le point avec El Hadji Malick Cissé. L'UMS, Union des magistrats sénégalais, se défend des nombreuses arrestations survenues au cours des derniers mois en arguant, selon Tribune, qu'aucun magistrat n'est à l'origine des faits reprochés aux citoyens devant être jugés par ses membres. Lors de l'Assemblée générale tenue le week-end dernier, les magistrats et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, ont discuté de l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, précise Besbi le Jour. Je loue le courage et la sérénité des magistrats, a dit Ismaïla Madior Fall en parlant de ceux d'entre eux ayant eu à juger des leaders politiques. L'Assemblée générale de l'Union des magistrats sénégalais était l'un des sujets les plus commentés par les quotidiens parus
lundi dernier. Tribune revient sur le texte publié par 141 personnalités réclamant la libération d'Ousmane Sonko et d'autres militants de l'opposition. Des voix s'élèvent, dont celle de l'ancien ministre de la Justice, Serigne Diop, pour demander la libération d'Ousmane Sonko et le retrait du décret de dissolution de PASTEF, son parti, affirme le journal. Les détenus Hannibal Djim, Cheikh Bara Ndiaye et Ousmane Sonko refusent tout soin, selon Libération. Le journal rappelle qu'ils mènent une grève de la faim. Bes bi le jour barre à sa une, grève de la faim de Sonko, le nigel de la faim. Le BRT, Bus Rapide Transit, une infrastructure de transport de masse en construction dans la région de Dakar, va disposer dans un premier temps d'une flotte de 121 bus pouvant transporter chacun 150 passagers, annonce Sud Quotidien et d'autres journaux. L'exploitation commerciale du BRT va générer 1 millier d'emplois et cette infrastructure va transporter en moyenne 300 000 passagers par jour, ajoute Sud Quotidien, à la suite des tests effectués au cours de cette semaine. Les jeunes reporters listent les mots qui gangrènent la profession de journaliste, lit-on dans Sud Quotidien de ce vendredi. Les assises nationales des médias ont été lancées jeudi. Après l'installation des 6 commissions, les acteurs de la presse sénégalaise vont travailler pendant 3 mois pour trouver des solutions les meilleures pour le secteur, note Wolf Quotidien. L'Observateur affirme que le but est très clair. Il s'agit de faire en sorte d'avoir une presse plus professionnelle et de trouver des solutions aux difficultés économiques que rencontrent les médias, explique-t-il. Nous vivons dans une précarité totale, a déclaré Absa Anne de la CJRS, Convention des jeunes reporters du Sénégal, en s'adressant selon l'AS au patron des entreprises de presse. Et c'est cet élément signé El Hadj Malick Cissé qui marque le point final donc de cette édition que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Je souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez soin de vous.